Vous est-il déjà arrivé d'avaler de travers un aliment ou une boisson? Si c'est le cas, vous avez probablement alors été pris d'une toux incontrôlable. Vous souvenez-vous de la sensation que vous avez ressentie quand vous avez été momentanément incapable de respirer ou quand vous aviez l'impression que quelque chose s'était logé dans vos poumons? Malheureusement, les personnes atteintes de dysphagie vivent régulièrement cette sensation. La dysphagie, ou difficulté à déglutir, peut survenir avec les aliments, les boissons ou les deux. Selon des estimations prudentes issues de la recherche internationale, environ 8% de la population est atteinte de dysphagie. Des études révèlent des taux de prévalence allant jusqu'à 71% dans les hôpitaux et de 55 à 68% dans les établissements de soins de longue durée. Dans la collectivité, le taux de prévalence de la dysphagie peut varier de 11 à 16% chez les personnes âgées. La dysphagie est un symptôme souvent attribuable à d'autres problèmes de santé, dont les maladies neurologiques, par exemple AVC, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique et démence. La dysphagie peut également être de nature mécanique, c'est-à-dire être causée par des tumeurs ou des changements structuraux dans le tractus gastro-intestinal supérieur, une inflammation, voire par un reflux gastro-œsophagien chronique. D'autres troubles médicaux sous-jacents peuvent également être présents, par exemple diabète, insuffisance cardiaque congestive, maladie pulmonaire obstructive chronique, hypertension et coronaropathie. Par ailleurs, la dysphagie est répandue chez les personnes présentant un retard de développement. Les signes et symptômes de la dysphagie sont variés. En voici quelques-uns. Exemples de signes physiques: étouffement, toux, raclement de gorge, salivation, voix gargouillante, passage d'aliments ou de boissons par le nez, écoulement nasal lors de la consommation d'aliments ou de boissons. Une personne atteinte de dysphagie peut également avoir de la difficulté à déglutir ou devoir déglutir plusieurs fois après chaque bouchée ou gorgée. Il est également possible d'observer un écoulement de nourriture ou de liquide de la bouche ou des quantités importantes de nourriture résiduelle dans la bouche après la déglutition. Voici quelques exemples de signes comportementaux. Changement soudain ou progressif dans les habitudes de consommation d'aliments ou de boissons. Refus de manger ou évitement de certains aliments ou boissons. Prolongation du temps consacré à manger ou à boire. La dysphagie est souvent sous-diagnostiquée et est sans doute sous-déclarée, car elle est souvent interprétée à tort comme une manifestation inévitable du vieillissement ou considérée comme étant la conséquence temporaire d'une maladie. L'attention se concentre souvent sur les principaux troubles médicaux signalés par le patient, les problèmes de déglutition étant considérés comme secondaires. Votre patient pourrait ne pas signaler ces symptômes de dysphagie parce qu'il ressent de la gêne ou ignore qu'il existe des traitements. Si la dysphagie n'est pas prise en charge adéquatement ou demeure non traitée, des complications et des conséquences ayant une incidence sur la santé et le bien-être de votre patient peuvent survenir. L'inconfort et la peur associés à la toux ou à l'étouffement ou la difficulté à manger ou à boire peuvent se traduire par un apport insuffisant en nourriture et en liquide, ce qui risque de mener à la déshydratation et à la malnutrition. L'embarras associé à la toux chronique, au raclage de la gorge ou à l'alimentation trop lente peut entraîner une réticence à manger des repas dans un contexte social, ce qui peut ajouter à l'isolement et à la dépression. L'aspiration chronique d'aliments, de boissons et de sécrétions orales peut faire perdurer les infections pulmonaires et les pneumonies, ce qui peut causer des hospitalisations prolongées et coûteuses. Dans les cas graves, l'obstruction des voies respiratoires, la pneumonie par aspiration et l'asphyxie peuvent mettre la vie en péril, voire causer la mort. En tant que professionnels de la santé, comment pouvons-nous aider les patients? Avoir une meilleure compréhension de la déglutition et de ce qui peut mal tourner constitue un bon point de départ. Observons attentivement le mécanisme de déglutition normale. La déglutition se déroule en 4 phases. La première phase est appelée phase orale préparatoire. Après l'arrivée d'un aliment ou d'une boisson dans la bouche, les lèvres, les dents, la langue et les muscles du visage se mettent à l'œuvre pour maintenir la bouchée de nourriture ou la gorgée de boisson à l'intérieur de la cavité buccale. Les aliments sont décomposés et broyés à l'aide des dents et de la langue, puis mélangés à la salive en vue de former un bol alimentaire cohésif et humide pour faciliter la déglutition. La deuxième phase est appelée phase orale. Les lèvres sont alors fermées et la pointe et la base de la langue s'élèvent pour venir s'appuyer contre le palais et le palais mou afin de retenir les aliments ou les boissons et éviter qu'ils ne s'écoulent prématurément dans le pharynx
ou les voies respiratoires. Lorsque le bol alimentaire est prêt à être avalé, la langue se contracte et le propulse vers le pharynx. La troisième phase est appelée phase pharyngée. Elle correspond à un certain nombre d'activités physiologiques qui surviennent en coordination pour faciliter la déglutition fonctionnelle. Par exemple, le palais mou est soulevé pour empêcher les aliments ou les boissons de remonter par le nez. La contraction subséquente des muscles de la langue et du pharynx contribue à faire avancer le bol alimentaire tout en facilitant l'abaissement de l'épiglotte et l'élévation du larynx pour protéger les voies respiratoires et empêcher le bol alimentaire de pénétrer dans les poumons. Pendant la quatrième phase, appelée phase ésophagienne, le bol alimentaire progresse dans l'ésophage où son déplacement vers l'estomac se poursuit grâce au mouvement péristaltique. Tous ces mouvements sont finement orchestrés et nécessitent la coordination de nombreux muscles et nerfs, tout en étant soigneusement synchronisés avec la respiration, car les voies empruntées pour manger, boire et respirer sont similaires. Comme vous pouvez l'imaginer, une perturbation de la synchronisation, de la coordination ou du mouvement compromettra la déglutition. Il existe plusieurs outils de dépistage pour aider les professionnels de la santé et les patients à détecter la dysphagie. En voici quelques exemples. Précisons que ces outils de dépistage ont été conçus pour déceler une dysphagie possible ou avérée au moyen d'une méthode d'évaluation aussi peu effractive que possible. Ils ne fournissent souvent pas assez de données pour déterminer le problème de déglutition spécifique et formuler des recommandations de prise en charge ou de traitement. Si la dysphagie est confirmée, une consultation avec un clinicien spécialisé en dysphagie, par exemple un diététiste professionnel, un orthophoniste, un ergothérapeute ou un autre spécialiste médical, est recommandée afin qu'une évaluation approfondie de la déglutition soit réalisée. Une évaluation de la dysphagie peut comprendre un examen des éléments suivants. Fonction motrice orale et capacité à transformer les aliments dans la bouche. Fonction des nerfs crâniens. Gestion et coordination de la respiration. Effet potentiel des médicaments. Habitude de gestion de l'heure des repas. Posture et position. Gestion de l'alimentation et de l'hydratation. Santé buccale et dentaire. Essai d'aliments à texture modifiée ou de liquide épaissi. Cette évaluation, qui peut être réalisée au chevet du patient ou à table, permettra aux cliniciens spécialistes de la dysphagie de recueillir des données supplémentaires en vue d'établir et de prescrire un traitement ou un plan de prise en charge. Dans certains cas, on peut faire appel à des évaluations instrumentales, comme la vidéofluoroscopie ou l'évaluation endoscopique par fibre optique, pour mieux visualiser les problèmes de déglutition, préciser le diagnostic et faciliter l'élaboration du plan de traitement. Que peut-on faire pour le patient? À ce jour, l'intervention la plus couramment prescrite par de nombreux cliniciens spécialistes de la dysphagie consiste à modifier la texture des aliments ou à utiliser des boissons épaissies. Une récente revue systématique de la littérature scientifique, réalisée par l'International Dysphagia Diet Standardization Initiative, révèle que l'épaississement aide les patients qui aspirent les liquides. Toutefois, un épaississement excessif n'est pas souhaitable, puisque des résidus peuvent persister dans la bouche et la gorge et être aspirés après la déglutition. D'autres recherches ont également révélé que plus les boissons sont consistantes, moins elles sont susceptibles d'être consommées, ce qui peut avoir des répercussions sur l'hydratation. La revue systématique indique également qu'il n'existe pas de données établissant une consistance ou une texture en particulier dont l'efficacité est optimale pour traiter certains types de problèmes de déglutition. Il est essentiel d'utiliser une terminologie uniforme et simple et des méthodes de dépistage faciles à comprendre pour aider nos patients à s'assurer qu'ils préparent et reçoivent des aliments et des boissons dont la texture et la consistance correspondent à ce qui a été prescrit. Au bout du compte, cela permettra d'améliorer les soins et la sécurité des patients. En plus de modifier les aliments et les boissons consommées, le clinicien spécialisé en dysphagie pourrait recommander des stratégies de gestion des repas, notamment ralentir la vitesse de consommation des aliments et des boissons, optimiser le volume des bouchées, proposer une méthode de consommation d'aliments et de boissons pouvant comprendre des outils d'adaptation,
Il pourrait également formuler des recommandations sur la position optimale de la tête, du cou et du corps pour manger et boire efficacement et en toute sécurité. Voici d'autres exemples de recommandations. Gestion de l'hygiène buccale et des sécrétions. Gestion du type de médicament, de la posologie, du moment de l'administration et de l'administration. Dans certains cas, un programme de réadaptation et de traitement peut également être prescrit pour contribuer à renforcer et à améliorer les capacités de déglutition. Enfin, la prise en charge et le traitement optimaux de la dysphagie nécessitent une approche interdisciplinaire axée sur le patient et sur l'atteinte d'un équilibre entre la sécurité, la nutrition, l'hydratation et la qualité de la vie. La recherche sur la dysphagie en est toujours à ses balbutiements par rapport à la recherche sur d'autres problèmes médicaux, et la dysphagie demeure un problème largement sous-diagnostiqué et sous-dépisté. Néanmoins, les recherches en cours, les nouvelles découvertes et les efforts de sensibilisation croissants à ce problème de la part des professionnels de la santé et des soignants à qui les progrès des soins aux patients atteints de la dysphagie tiennent à cœur sont très encourageants. Participons tous à accroître la sensibilisation à la dysphagie et gardons à l'esprit qu'une prise en charge adéquate permettra d'améliorer considérablement la santé et la qualité de vie des personnes sous nos soins qui sont aux prises avec des troubles de déglutition.